Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo, Geoffroy Durocha, a.k.a. Géo, a.k.a. l'organisateur du festival Who Got the Flower, si ça c'est pas la classe. Comment ça va? Bah ça va les gars, je suis refait d'être là. Et merci pour l'intro, tu mets trop bien. On rappelle la base pour ceux qui nous écoutent. Vous êtes sur Sweet Podcast. Nous sommes disponibles sur YouTube, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Donc bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une édition un peu particulière parce que on interviewe un acteur de la culture hip-hop et un danseur, mais on l'interviewe particulièrement pour sa capacité à organiser un événement précis qui est le Who Got the Flower. Donc il s'appelle Géo. Géo, première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bah ouais, grave. Je m'appelle Geoffroy Durocha, on m'appelle Géo, j'ai 31 ans, je viens de province, j'habite à La Bussière, petit village à côté de Pontcharra, dans le Grésivaudan, en Isère, en France. Et ça fait une vingtaine d'années que je danse. J'ai attaqué principalement par les battles et les cours de danse. Et après, progressivement, dans ma carrière, si on peut dire ça comme ça, j'ai bifurqué sur le monde associatif et j'ai pris une direction de l'association Nextape. Enfin, j'ai pris la direction de l'association Nextape et, euh, et je suis rentré aussi en compagnie. Et du coup, par la sauce, c'est là où je me suis mis à créer avec d'autres personnes des événements, des projets. Donc voilà, mon quotidien, c'est du battle, plus de cours de danse aujourd'hui, de la créa et de l'associatif. Ok. Est-ce qu'on peut faire un petit focus pour faire le lien par rapport à l'événement dont on va parler pour l'heure à suivre? Est-ce qu'on peut faire un focus sur toi, ta carrière en tant que danseur et que tu précises un peu plus de quelle danse tu viens, euh, ce que tu as fait un petit peu dans le milieu des battles, depuis combien de temps tu danses? Ok. J'ai commencé à danser en 1998. Donc voilà, ça fait un petit moment. J'ai commencé par le break avec le prof Redouane Gadami, qui est un acteur du Crazy Vaudan lui aussi. Et ce qui m'a tiré au début, c'était vraiment les battles. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire avec mon premier groupe qui s'appelait Once Tribes. Donc petite pensée pour Karel, Bastien notamment. Euh, Ensuite, on a rencontré des jeunes de Pontcharra sur Breda, dont tu faisais partie Noé, dont faisait partie Marvin, David et il en manque un, Marvin Lucas. et Lucas. Et du coup, on a créé le groupe Nextape. Et à partir de là, on s'est mis à faire de plus en plus de battles. C'est ce qui m'intéressait le plus au départ, avant même d'imaginer faire autre chose. Si je reprends, du coup, on s'est mis à faire des battles avec Nextape. C'est ce qui m'a attiré en premier. Et par la suite, je me suis mis à donner des cours de danse aussi pas mal, ce qui m'a pas mal enrichi aussi pour ma danse à titre personnel. Et voilà, hein, que peut dire de plus? Je suis un gros kiffeur de tout ce qui est freeze, de construction dans le break. J'aime beaucoup écrire. C'est ce qui me fait le plus kiffer. Et ce que j'aime retranscrire aussi en battle de plus en plus. Et voilà. Tu fais aussi des créas? C'est avec, enfin, qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu travailles et depuis quand? C'est assez récent la créa. Les premières, enfin, on a commencé par une créa au sein de Nextstep qui s'appelait T'inquiète même pas. Donc c'était avec Noé qui était chorégraphe, bah, on a fait tous les trois ensemble, mais il y avait aussi tout le groupe avec nous. On va dire que c'était un peu mes premières séries de dates avec un spectacle, tu vois, un truc un peu professionnel, avec des temps de répétition, un spectacle qui durait 1 heure, c'était autre chose que des démos et des freestyles organisés. On va dire que je suis entré par cette porte-là dans le monde de la créa. Puis j'ai été contacté par Lionel Damei, qui est un chanteur, qui avait un projet, c'était un trio avec un chanteur, un musicien et un danseur. Ils m'ont proposé ça en 2018 et j'ai sauté les pieds dedans. Et au final, je me suis retrouvé à faire un solo d'1 heure accompagné de chansons et de musique sur scène. Et ensuite, j'ai postulé à ma première audition pour la compagnie de Jeanne Gallois, donc Burnout. Et j'ai été pris sur Rivers, donc c'est une pièce pour 5 danseurs où le concept c'est on a la tête collée au sol tout du long et on la décolle jamais pendant 25 minutes. Donc c'est une pièce vraiment axée pure break technique et je kiffe grave parce que c'est du millimètre et c'est de la précision et c'est vraiment ce que j'aime, notamment ce que je disais juste avant, c'est l'écriture, tu vois, chorégraphique ultra précise.
Et dans cette compagnie-là, on m'a proposé de partager le projet Mandala avec des amateurs, avec Marie Marcon, que vous avez déjà interviewé sur Sweep. Et du coup, on partage avec Marie cette pièce que Jeanne a écrite, qui s'appelle Mandala, à des amateurs. En fait, le but, c'est de leur apprendre la pièce pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, ils la jouent en première partie de Reverse, devant vrai public, vraie salle, vrai costume, vrai scéno, enfin tout ce que tu veux. Donc c'est un beau projet ambitieux parce que c'est costaud à monter en une semaine. Et ce qui est cool, c'est que j'ai arrêté de donner des cours il y a 2 ans. Et ça me permet, c'est un petit truc qui me manquait, ça me permet de, tu vois, dans de la pédagogie, en fait, de partager des choses. Et donc voilà, c'est les 4 projets que j'ai fait pour l'instant chorégraphiquement. Peut-être que j'en ferai d'autres par la suite, je vais voir. Ok. Alors, pour situer les gens qui nous écoutent, on pourrait zoomer sur pas mal de choses parce qu'on a parlé de ce que tu fais en tant que danseur, de ce que tu fais en tant que danseur de battle et dans les compagnies. Tu es embauché actuellement et tu as été directeur pendant pas mal de temps de l'association Next Tape qui fait tout un tas de choses différentes, dont le festival Vous Got the Fleur sur lequel on va zoomer. Donc voilà, on pourrait développer tous ces aspects, mais à partir de maintenant, on va rentrer précisément dans l'organisation de ce festival-là et dans tout ce que ça implique avant, pendant et après. Donc nous, on a l'habitude de demander à nos invités de commencer par se présenter, ces choses faites. Mais maintenant, vu que c'est un cas particulier, il faudrait faire la présentation, la petite carte d'identité du festival aussi, pour savoir de quoi on parle avant de rentrer dans les détails. Donc est-ce que tu peux nous faire la présentation de ce que c'est Who Got the Flower? Avec plaisir. Who Got the Flower, c'est un projet qui est né en 2014, qui avait pour objectif d'être juste au départ un événement pour les jeunes du Gévaudan, donc la vallée où nous sommes. On avait beaucoup d'élèves au sein de Next Step et on voulait leur proposer un temps d'échange. Donc on a créé un événement, c'était un battle junior qui s'appelait Who Got the Flower. Et le but c'était de leur donner des conditions aux pros avec un DJ, des jurys, voilà, un vrai battle, mais pour les plus jeunes. Et de là, ça a très bien marché. On était super contents de cette première édition. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, enfin 7 éditions plus tard, parce qu'il y a 9 ans qui sont écoulés avec le Covid, en 2022, au God of Flower, c'est un festival de hip-hop de renommée internationale qui dure. Alors, le cœur du festival dure 3 jours, mais il y a des pré-événements sur les 2 mois qui précèdent. Donc, si on faisait un peu une cartographie, on attaque en février le festival avec un Breaking Camp, qui est un camp pour les jeunes du Grésivaudan. On accueille une centaine de jeunes qui vont découvrir ou redécouvrir le graffiti, le parcours, le rap, la danse. Puis ensuite, en mars, on a un événement dédié à la jeunesse, un battle qui commence à être de plus en plus gros à Saint-Vincent-de-Mercus, qui est un village du territoire. Et du coup, ça permet aux jeunes qui ont fait le Breaking Camp de venir ensuite au Flower Jam, montrer leurs skills et se chauffer et rencontrer d'autres danseurs d'environ un peu plus loin. Ça, c'est la seconde étape du festival. Ensuite, on a un Flower Tour. C'est une tournée de spectacles de rue. En fait, on va dans certains villages de la vallée. Donc, le Grésilvan, c'est une vallée entre 2 montagnes, où du coup, il y a peut-être moins d'accès à la culture, où les gens sont peut-être moins habitués à aller au théâtre ou à voir des concerts, des spectacles. Et du coup, on va dans ces villages-là, et pendant une après-midi, sur le centre du village ou dans un endroit qui est assez connu du village, on va proposer des initiations au graffiti, à la danse, et un plateau partagé, donc d'abord des danseurs du village, puis des danseurs de la cellule artistique Next Step, qui est une cellule qu'on met en place au sein de l'association avec des jeunes qui ont envie d'aller un peu plus loin dans leur danse, et ensuite avec une compagnie professionnelle. Donc ça permet de mixer les publics, de mixer les arts. Donc ça, c'est la semaine qui précède le festival, donc pendant 5 jours, on fait 5 villages. Et ensuite, au God the Flower, c'est 3 jours de festivités, donc à la salle de spectacle de la ville, avec un village hip-hop qui prend une sacrée ampleur cette année, qui est devant la salle, avec des stands, enfin des food trucks, un chapiteau pour des soirées. Il y a tout un mobilier pour chiller, il y a des tatoueurs, un disquaire, enfin il y a plein de choses. Donc c'est vraiment un lieu de vie et de rencontre. Et pendant 3 jours, il y a différentes compétitions, il y a des workshops, il y a des soirées, voilà, il se passe plein de choses. Et ça, c'est là, je suis très pragmatique, c'est vraiment, on va dire, la programmation de ce que c'est qu'un Who Got the Flower aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, pré-festival de février à avril, le festival fin avril pendant 3 jours. Il y a des événements satellites, on a des partenaires, je pense notamment à l'association Fish and Shoes qui ont fait le Fish Mine. Ils avaient un événement sur Bordeaux, et le vainqueur de leur événement venait à Who Got the Flower. Donc, on a aussi des partenaires, on tisse des liens. Et après, au-delà de l'aspect plutôt pragmatique, si je vais plutôt parler de qu'est-ce que c'est Who Got the Flower, qu'est-ce que ça véhicule, qu'est-ce que c'est pour nous,
Pour l'association Next Step, c'est vraiment un festival qui permet la rencontre en fait. C'est tous se retrouver, autant les acteurs de la culture hip-hop que les gens du territoire, que nos amis, pour célébrer la culture hip-hop, le kiff, passer du bon temps tous ensemble. Et on se sert, je dirais, des compétitions comme excuse en fait. Certes, il y a des compètes, il y a du sacré haut niveau, mais l'objectif il est un peu ailleurs. C'est cool de gagner au God of Flower, je crois que c'est encore plus cool de venir passer 3 jours chez nous, il me semble. Et tout ça, c'est teinté aussi de nos valeurs associatives qui sont la jeunesse, l'écologie, le partage. Voilà, je suis allé peut-être que je vais un peu vite, hein, donc on peut repréciser si vous voulez. Mais voilà, c'est pour faire un tour de ce qu'est au Golfer et ça reste un bête de festival, ça faut pas oublier. Pour nous aider à nous rendre compte aussi de l'ampleur du festival, est-ce que tu aurais des chiffres à nous partager sur combien ça coûte l'ensemble du festival, combien il y a de bénévoles, combien il y a de public, tous les partenaires qu'il y a. Est-ce que tu pourrais nous partager tout ça? Tu sais, moi je suis pas trop chiffre en vrai, hein. Non, je rigole. En plus, ouais, ce qui est cool, c'est que là, vu que, je sais pas si on peut dire, mais en gros, là, on est à 2 semaines de God of Flower, je sais pas quand sortira le podcast, mais Non, d'ailleurs, je me permets de faire la parenthèse. Là, on parle de Who Got the Flower, mais quand le podcast sortira, le festival sera déjà passé depuis quelques semaines. Mais pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir qu'on est en train de l'enregistrer à 3 semaines avant le festival. Donc c'est pour ça qu'il va peut-être y avoir certains décalages. On va parler d'un festival qui a eu lieu les 7-8 dernières années et qui s'apprête à avoir lieu. Et voilà, ça resitue les gens dans le temps. Tout à fait. Et du coup, niveau chiffres, on les a, quoi, parce qu'on est en plein dedans. Et ben, écoute, des chiffres marquants, bénévoles. On a 121 bénévoles sur les 3 jours de festival. C'est vrai que ce ne sont pas les 121 en même temps, mais il y a un turnover. On a 121 personnes qui viennent participer autant à la buvette qu'au catering, qu'au merchandising, qu'à la sécurité, qu'à un nombre incalculable de missions. Mais il y a 121 bénévoles sur 3 jours. On accueille, alors là, c'est des chiffres qui sont un peu moins quantifiables parce que dans la salle, on sait combien de personnes on accueille chaque jour. En extérieur, on n'a pas de comptage, mais on estime à 4-5 000 personnes sur les 3 jours de festival, donc sur le cœur du festival. Et si on prend tous les événements qui ont lieu en amont, donc le Breaking Camp, le Flower Jam, le Flower Tour, on accueille quasiment 10 000 personnes sur une édition dans God the Flower. Si on parle un peu budget, un festival, alors c'est à 3 semaines du festival, pour l'instant il a un certain montant, mais ça évolue forcément avec les aléas. Là on est sur un budget à 160 000 euros pour l'édition qui arrive. Et je pense un chiffre qui peut aussi être intéressant. Aujourd'hui on est à peu près à 35% de financement public et le reste soit d'autofinancement, soit des entrées entre merchandising, buvette et les places. Et ce qui est cool parce que c'est quand même, on est parti de beaucoup plus haut en fait. On est parti avec un financement à 70-60% et on arrive tout doucement à être un peu plus autonome. Donc c'est pas simple, mais voilà. Après, en termes de danseurs, je pense que c'est intéressant aussi. Là, sur le week-end, il y a à peu près entre 500 et 550 danseurs qui sont inscrits à toutes les catégories. Il y a des danseurs qui se recroisent sur différentes catégories, donc je les compte pas en disant ça, mais ouais, il y a plus de 500 danseurs qui seront présents sur le festival. Et pareil, en termes de pays, je trouve que c'est un peu clinquant, mais c'est quand même important aussi de le dire. Il y a plus de 30 pays qui seront présents et des gens qui viennent d'eux-mêmes, et comme des invités. Donc ça va des États-Unis à l'Israël, au Kazakhstan, à toute l'Europe qu'on connaît, quelques pays aussi de certaines îles. Donc voilà pour les chiffres. Si t'en veux d'autres, je peux t'en donner d'autres. Non, ça permet déjà d'avoir une bonne idée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va repartir du tout début et dérouler. Là, tu as un peu donné des chiffres financiers et on va les aborder plus en détail par la suite. Mais vu que l'idée, c'est de faire une sorte de notice explicative pour des gens qui voudraient organiser leur propre chose, partons du tout début et des raisons qui font qu'on a envie d'organiser un événement au tout départ. Quand toi, tu as décidé, du coup presque tout seul, parce que l'équipe était vachement moins grande en 2014, d'organiser la première édition, est-ce que tu y pensais depuis longtemps et quelles ont été les raisons principales pour se lancer dans l'organisation de la première édition? Ok, truc bête, mais je pense que je vais quand même le dire. Forcément, toutes les réponses que j'apporte, c'est que mon opinion, mon point de vue et ma vision, qui est
souvent partagé par Nextape, mais encore une fois, j'ai essayé de parler aussi au nom de Nextape comme de mon nom. Mais voilà, certains peuvent peut-être moins se retrouver dans ce que je dis, et je pense qu'un autre orga qui habite à côté fera pour des raisons différentes. Mais en tout cas, moi, personnellement, organiser des événements, c'est un truc qui m'a toujours parlé. J'ai toujours fait ça, en fait, depuis mon plus lointain souvenir. Pour exemple, quand j'étais au collège, j'avais organisé une compétition de skate quand j'étais en sixième. Et là, c'était du skate, maintenant c'est du hip-hop. Alors forcément, aujourd'hui, je suis un grand amoureux de la culture hip-hop, mais je pense que c'est vraiment le plaisir de fédérer autour d'un temps commun, en fait. De se retrouver pour célébrer quelque chose ensemble, pour passer un moment tous ensemble. Et je pense, c'est ce qui, au tout départ, me touche le plus, de juste réunir les gens. Et en fait, par procuration, j'aime bien voir les gens kiffer quelque chose tous ensemble. Même si moi, du coup, je suis en train d'organiser le truc et que peut-être je kiffe pas sur le moment. Mais de voir les gens kiffer, c'est quelque chose que j'aime trop. Et après, si on va un peu plus loin, il y avait un peu un truc aussi de rendre, alors c'est un peu politique, mais c'est pas l'idée, mais de rendre aussi au territoire ce qu'il nous a donné. Enfin, moi, je suis un mec de la Bussière. J'ai pu découvrir le hip-hop dans un petit village paumé parce que des gens nous ont permis de le découvrir. Et j'avais trop aussi envie, en fait, de le rendre aux gens d'ici et de leur proposer un événement qui puisse être accessible sans en parler. Il y a plein de temps gratuits, c'est pas quelque chose d'élitiste. Et on voulait, voilà, enfin, je et on, parce qu'il y avait Next Step derrière, proposer un événement pour les gens d'ici qui puissent venir kiffer et permettre aussi à une, une génération d'émerger. Je pense que sur le territoire, on a eu un très gros festival qui s'appelle Total Session, qui était organisé par le CH2 et notamment SCAD, une grosse pensée pour lui. Et quand nous, on s'est mis à faire au God de Flower, c'est pas qu'il y avait un vide culturel, mais il y avait quand même beaucoup moins de choses qui se passaient. Et, euh, et je pense que c'était aussi important, enfin, c'est pas on avait un devoir, mais c'était cool de mettre ça en place pour la culture hip-hop de notre territoire, et on avait les ressources pour le faire, donc on l'a fait. Et rendre au territoire et aux gens ce qu'ils t'ont apporté, cette notion-là, on peut dire que dès la première édition, ce retour, il a été fait. Et là, ça enchaîne les éditions et quelque part, c'est comme si tu rendais au centuple ce que tu avais reçu. Donc pourquoi 9 ans après continuer à organiser les éditions? Est-ce que c'est les mêmes raisons que tu viens de citer qui t'animent? Je pense qu'il y a toujours ces raisons-là, il y en a des nouvelles. Il y en a des plus agréables à entendre que d'autres. On va essayer d'être transparent de ouf. Mais je pense qu'il y a toujours, enfin déjà, pour moi, le truc qui m'anime le plus, c'est quand même de créer ce rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est 5000 personnes qui viennent kiffer leur vie, en fait. Et je me dis, c'est fou que par nos petites mains, parce qu'on est une équipe, voilà, on est une vingtaine, on est comme tout le monde, mais par de la motivation et de la déter, on arrive à créer des choses qui font trembler les montagnes, quoi. Et les gens qui viennent, ils passent un moment de ouf. Et je trouve ça, juste ça, c'est peut-être pour cette première raison-là, je trouve ça fou, en fait, donc ça me donne envie de continuer. Ça, c'est vraiment la raison première. Ensuite, on est au contact de plein de jeunes et c'est trop cool de leur donner aussi une plateforme d'expression, qui puissent continuer à voir voilà, ce qui se fait de peut-être de mieux dans la culture hip-hop. Donc il y a toujours cette envie-là. Après, il y a aussi un truc d'ego, clairement, de se dire, voilà, on a posé Au Godfather sur la map aujourd'hui et c'est devenu un festival reconnu et bah, on en est fier, donc on a envie de continuer à le développer, d'aller encore plus loin, d'être, c'est pas d'être les meilleurs parce que en fait, chacun fait le meilleur truc dans son coin à sa manière, mais de toujours pousser un peu le truc un peu plus loin. Et je dirais, il faut que je structure ma réflexion. Je dirais ça, ça, ça. Et puis je pense que, là du coup c'est très personnel, mais en fait, nous au sein de Nextape, de créer au God the Flower, c'est aussi un moment super fort pour nous. Et je pense que c'est par les projets que qu'on vit des grandes choses. Et au God the Flower, c'est peut-être un des plus grands projets de ma vie en fait. Et du coup, de le partager, parce qu'aujourd'hui, c'est pas moi au Godfather, aujourd'hui, c'est une équipe de ouf. Et que toute cette équipe-là, là, on est en train de le préparer dans la dernière ligne droite, de voir tout le monde au bureau, parce qu'on a des locaux trop déter, qui sont là super tôt, ça tape de ouf et tout. Je sais pas, il y a un truc, ça soude le groupe, et je trouve ça trop beau de vivre ça tous ensemble, c'est des futurs souvenirs magnifiques. Et puis de savoir qu'il y a mon père dans l'orga, qu'il y a mon frère, enfin, il y a toute ma mif qui est impliquée et tout, c'est ouf, quoi. Toujours pour rester sur le thème des raisons d'organiser quelque chose,
Moi, autour de moi, je connais pas mal de gens dans la communauté du hip-hop, mais ça peut être exporté à d'autres communautés qui ont l'impression que ça ferait du bien à leur région, à leur territoire, d'organiser un événement, de dynamiser ou de créer un événement qui soit pédagogique ou plus pour le grand public. Et il y a tout un tas de petites peurs auxquelles s'arrêtent les gens parce que sur le papier, quand on n'a pas les skills, et toi, tu as fait des études un petit peu en lien avec ça, donc peut-être tu pourras rebondir ensuite, mais peut-être ça fait partie des choses qui donnent le courage pour se lancer. Mais pour lister un peu le genre de peur que j'ai déjà entendu, ben, il y en a qui ont l'impression que ça va être impossible de trouver un lieu, qui vont jamais avoir le temps d'organiser, qui vont jamais réussir à trouver l'argent, que personne va venir. Enfin bref, il y a tout un tas de raisons qui freinent les gens à se lancer dans le début de l'aventure. Euh, Quel conseil t'aurais pour, je sais pas, rassurer des gens et leur faire prendre conscience qu'on peut démarrer petit et que ça peut être très simple au tout début? Bah, pour moi, en fait, je pense que, alors, je sais pas, comme je disais, chacun est différent, mais je pense que c'est vraiment d'où tu pars, en fait. Pour une première fois, pour un premier essai, nous, si on prend God of Flower, et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce parallèle-là et ce recul, en 2014, c'était un tout petit événement. On n'avait pas d'aide financière, on a juste sorti un peu d'argent de notre poche, et c'était vraiment à taille humaine, en fait. Donc je pense que le mieux, c'est vraiment d'attaquer petit et modeste pour se rendre compte que c'est pas compliqué, en fait, que ça se fait très facilement. Et après, tout doucement, enfin, si aujourd'hui, enfin, si on nous avait dit en 2014, ok, l'année prochaine, vous devez organiser le Godflower de 2022, on aurait paniqué complet. Parce que il s'est passé 9 ans, qu'on a appris au fur et à mesure. Et même si j'ai fait des études de mon côté, mes études, elles m'ont apporté quelques compétences, quelques techniques, mais c'est vraiment, en fait, on s'est formé, on s'est auto-formé tout du long. Et je pense que vraiment, pour moi, le conseil de base, c'est d'attaquer. Modestement, c'est pas négatif, c'est juste un truc à taille humaine, qui est pas forcément engageant, qui fait pas peur, et ça permet de faire un test, en fait, et de voir déjà si on kiffe, parce que c'est quand même une manière pas de vivre, mais c'est quand même, voilà, c'est particulier d'organiser des événements. Et si ça fonctionne, un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros, et tout doucement, en fait, je pense qu'il faut prendre le temps, et d'être étape par étape. Et si par exemple, moi demain, je veux du coup organiser un event modeste, c'est quoi les choses indispensables pour que mon event il voit le jour? À quoi je dois penser? Les grands traits auxquels il faut que je pense pour que mon event il voit le jour. Ah, je vais faire l'abuseur, mais un événement, en fait, techniquement, c'est juste que deux personnes se retrouvent. Tu vois, quand t'es deux, bah, c'est un événement, quoi. Donc, en vrai, ton événement, il peut avoir lieu, tu peux dire à tes potes, vas-y, j'ai du son, on se retrouve à tel endroit, on cercle, c'est un événement, en fait. Donc, dans tous les cas, il pourra avoir lieu ton événement et t'as pas besoin de penser à quoi que ce soit. Et après, c'est où c'est que tu veux l'emmener. Mais si on part d'un événement, on va dire un peu plus grand public, entre guillemets, où c'est que c'est pas que tes potes qui viennent et qu'il y a des gens qui vont avoir une information, ils vont dire, ah, il y a ce truc qui se passe, j'y vais. Euh, Bah, il faut un lieu. Tu vois, je pense que le plus important, c'est un lieu et c'est ce qui va aussi, entre guillemets, dicter une partie de la vibe de ton événement. Je pense que le lieu joue beaucoup. Et forcément, par exemple, bon là je donne un lieu de ouf, mais Hip Hop Session, ils ont un lieu qui est fabuleux. Et je pense que ça participe aussi à la vibe de leur événement. Marginals dans le skatepark, ça déchire, donc c'est un événement qui a lieu à Aix-en-Provence. Ça donne une identité, donc je pense que le lieu est vachement important pour ton événement. Et en fait, je pense qu'il faut être super clair avec qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que c'est juste, bah, je veux réunir des potes, mettre du son et qu'on kiffe? Et c'est clair en fait. Si c'est ce que tu veux faire, bah, tu peux du coup prendre une direction pour faire ça. Ou est-ce que tu veux faire une compétition avec ça, 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 ça? Je pense qu'il faut être super clair sur ce qu'on a envie de faire, avoir un lieu, et après de là, tu vois, bah, si tu veux faire une compète, bah, se dire, ok, bah, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire une compétition? Bah, j'ai besoin de juges, d'un speaker, d'un DJ, et après, les choses découlent les unes des autres. Mais la base, c'est de savoir qu'est-ce que je veux faire. Et je pense qu'il y a des gens, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils font un événement où il y a 80 000 trucs différents, tu sais pas trop où on va et ça se perd un peu. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est savoir qu'est-ce que je veux faire, la base. Je sais pas si je réponds à chaque fois, des fois je divague, donc vous me recadrez, hein. Si, 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 franchement, c'est clair. Par rapport à la question du lieu, j'ai l'impression que ça peut être la question sur laquelle, à laquelle on peut très vite s'arrêter. Et j'ai l'impression que c'est une question qui peut en rejoindre plein d'autres. C'est-à-dire, je veux un lieu et je veux de l'argent, par exemple, ces deux questions-là pour organiser un événement. Qui est-ce que j'appelle? Comment est-ce que je trouve les informations sur les potentiels lieux où j'organise la chose?
Parce que même si je sais qu'il me faut un skatepark, par exemple, comment je sais qui je dois appeler pour avoir à disposition ce skatepark? Si j'ai une salle des fêtes que j'aime bien, comment je sais qui appeler pour cette salle des fêtes? euh, j'ai l'impression que c'est la première phase à laquelle on peut vite s'arrêter et abandonner le projet en cours. Comment tu fais, toi, pour trouver les bonnes informations et savoir à qui t'adresser? Ouais, je pense déjà, il y a deux choses. Je pense que effectivement, on peut vite faire un événement, entre guillemets, j'allais pas dire institutionnel, mais tu vois, si tu veux une salle, bah, il te faut forcément une association, il te faut une assurance, il te faut plein de choses qui peuvent vite te stopper. Mais je pense que tu peux déjà créer un événement sans forcément avoir une structure derrière toi, mais tu peux faire ça en extérieur, dans des lieux publics. Tu peux peut-être évidemment demander à la mairie si tu as le droit d'être présent, mais je pense que tu peux le faire sans trop de crainte, quelque chose de très simple. Mais si tu veux faire quelque chose dans une salle ou dans un lieu qu'il faut louer, bah, effectivement, c'est quand même mieux d'être au format associatif. Ça te permet du coup d'avoir un accès à des salles que tu ne peux pas avoir à titre privé ou alors qu'ils coûteraient très très cher et que ça serait compliqué. Donc effectivement, c'est quand même, il me semble aujourd'hui, mieux d'avoir une assoce pour créer un événement d'une petite envergure. Et ensuite, qui contacter, c'est pareil, je pense que c'est propre à chaque endroit. Si tu fais un événement dans un petit village ou dans une grande ville, bah, dans un petit village, tu te pointes à la mairie en fait. Tu vas à la mairie, est-ce qu'il y a un service culturel, est-ce qu'il y a un service associatif, est-ce qu'il y a un service des fêtes, et tu demandes le contact, et peut-être que tu seras avec la mauvaise personne, mais après on va te réindiquer à qui t'adresser. Mais oui, dans tout cas, il faut passer. Après, il y a des maisons des jeunes, tu peux contacter une MJC, une maison des jeunes, la mairie. Enfin, il y a plein de lieux. Mais en vrai, je pense qu'il faut, entre guillemets, il faut juste y aller, quoi. Même se pointer dans le lieu que tu as envie d'avoir. T'es au mauvais endroit parce que c'est pas là que ça se passe, mais tu vas avoir le concierge qui va donner le contact de la bonne personne. Je pense qu'il faut un peu juste oser y aller. Et pour la partie financière, pareil, je pense que tout de suite aller chercher des financements, c'est possible, mais ça peut faire justement vachement peur et être chronophage et perdre du temps. Et tu peux faire un événement tranquille, sans beaucoup de financement, où tu peux dire, voilà, c'est le premier événement, est-ce que j'ai des potes à moi qui seraient chauds de soutenir l'événement, on fasse ça entre copains, et ben, il a quelques compétences en mix, bah vas-y, il fera le son, lui fera ci, lui fera ça. Et en fait, je trouve que c'est aussi cool, et c'est comme ça que tu attaques. Parce que si tu vas tout chercher des financements à la région, à l'Europe, à machin, etc., mais c'est la panique. Et puis surtout que tu les obtiendras pas parce que t'as pas de retour sur les événements précédents que tu n'auras jamais créés. Et du coup, on va pas t'accorder ça parce que si on prend l'exemple de God of Flower, je pense que ça peut être un exemple comme un autre. Première édition, on avait sorti 2 000 € de poche pour faire l'événement. On a été rentable, donc c'était cool. On a récupéré l'argent qu'on avait investi, mais c'était de l'argent personnel. Puis la mairie est venue à cet événement-là. Ils ont dit, ah, les jeunes, c'est pas mal ce qu'ils font au final. L'année suivante, ils nous ont soutenus. Donc on avait la mairie qui nous a un peu validé, entre guillemets, pour l'édition 2. Puis du coup, après, avec le soutien de la mairie, on a cherché la communauté des communes, puis ensuite le département, puis la région. En fait, c'est étape par étape. Et du coup, aujourd'hui, on a plein de partenaires, mais on a fait vraiment progressivement. Et je pense que en fait, je pense vraiment qu'il faut être humble et pas se dire, ah ouais, j'ai jamais fait d'événement, je vais faire un truc qui coûte 150 000 balles sur une semaine. Parce que déjà, en termes de compétences, tu vas te manger les dents, tu vas rien comprendre à ce qui t'arrive, et tu vas pas maîtriser ce qui se passe. Et puis tu n'auras pas les financements, et puis tu n'auras pas les gens qui vont te faire confiance parce que tu n'as encore rien fait, entre guillemets. Même si ça serait beau que ça puisse se passer comme ça, mais il y a un truc de, il faut faire ses preuves en fait. Il faut se faire valider, faire ses preuves et y aller progressivement. Donc je pense que le meilleur tip, c'est vraiment d'attaquer petit et tranquille. Vas-y, mon homme. Je reviens sur la question du format parce que j'ai l'impression que c'est la très bonne question de base. Aujourd'hui, le format de Who Got the Flower, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est un battle pure break le dimanche en 4 contre 4. C'est un battle expérimental le samedi avec des danseurs hip-hop et des musiciens. C'est une soirée d'ouverture et un battle hip-hop debout maintenant le vendredi, avec tous les soirs de ça des différentes soirées. Et je parle pas de tout ce qu'il y a dans le village hip-hop avec les compétitions extérieures, mais ça permet d'avoir une petite idée du programme. Le format de la toute première édition était pas du tout le même parce que c'était un battle junior en Ouais. 2 contre 2, je crois, c'est ça? C'est Alors, il un y 2 contre avait 2. un 2 contre 2 moins de 15 ans, un contre 1 moins de 18 l'après-midi, et le soir, rappelez-vous les gars, et Mathis était sur scène, il y avait
un plateau, enfin il y avait un spectacle des élèves de Noé, de moi et de Jordan, je crois. Non, Jordan, il revenait des États-Unis. Mais il y avait, voilà, il y avait des élèves des cours de danse. Il y avait un spectacle avec, donc il y avait, je sais pas, une dizaine de groupes. Et ensuite, il y avait nous, Next Step, avec Justin, toi, moi et c'était qui le dernier? Souffle. Et Romain, non? Et Romain. Et Romain, tout à fait. C'est Ça, bon, je me donc c'était rappelle. sur un jour, c'était un samedi, après-midi battle et soir spectacle. Et C'était du le coup, format. entre le format de la première édition et le choix de format un peu plus complexe de l'édition d'aujourd'hui, tu disais que le plus important, c'est d'être bien au clair sur ce qu'on veut et sur son format. Toi, à quelles envies et à quels objectifs les choix de ces formats-là répondent? Pourquoi ce format-là? Bonne question. Et là, pour le coup, c'est vraiment un format auquel j'ai participé, mais je suis pas du tout le seul décideur. Et je pense que c'est important de dire que pendant un long moment au God of War, c'était toi, Noé, Jordan, Léo et moi, on était quatre. Et aujourd'hui, c'est encore plus de monde. Il y a une nouvelle génération de Next Step qui est ultra présente sur le festival. Mais c'est que le format, on l'a un peu créé au fil du temps. Et, euh, et pourquoi aujourd'hui ce format-là? Je pense qu'on a un souhait chez Next Step on est des kiffeurs du break, donc je pense que c'est important déjà pour nous d'avoir ce battle du dimanche parce que c'est quelque chose qu'on adore, mais qui représente aussi une partie de la culture hip-hop. Et je pense qu'on a un souhait de rendre accessible le hip-hop sous toutes ses formes. Alors ça peut faire un peu péteux comme ça, mais de, un collab, c'est aussi du hip-hop sous une autre forme qu'un battle qui a lieu le dimanche, qu'une soirée le vendredi soir, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus informel, il n'y a pas de compétition, mais c'est différentes formes du hip-hop. C'est pour ça qu'il y a aussi un village hip-hop où il y a plein de choses qui se passent de manière informelle et qui permettent au public de découvrir la culture hip-hop sous toutes ses formes, autant qu'on est assis dans une salle que dehors au bord d'un cypher qu'on découvre. Et je pense que le format qu'on a aujourd'hui il permet déjà de montrer l'hip-hop sur certaines formes, il y en a plein d'autres, mais en tout cas voilà, ça permet d'avoir un panel de formes différentes. Ça serait la première raison. Le format d'aujourd'hui permet aussi d'être sur un format de 3 jours et on a un souhait de faire venir tous les artistes dès le vendredi, ils repartent tous le lundi pour vraiment que ce soit une vraie expérience de vie pour ces gens-là, pas juste je viens faire une prestation. Donc c'est un format, on peut être juge le dimanche, danseur le samedi, spectateur le vendredi, donc il y a vraiment, on peut prendre différents rôles pendant le... Ça c'est pour le côté des artistes. Euh, J'avoue c'est une question qui est dure. Pourquoi ce format-là aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait qu'on a fait ce format-là? Vous pouvez m'aider, les gars, hein, si vous avez des trucs en plus. Ben, est-ce que ça répondrait à des choses qui, selon nous, manquent aujourd'hui dans la culture? Est-ce qu'on vient essayer de combler un manque? Est-ce que plutôt on essaie d'amener quelque chose de complètement nouveau, donc qui a rien à voir avec, mais essayer d'amener une nouvelle identité? Peut-être qu'il y aurait quelques mots à dire sur le fait qu'Who Got the Flower, c'est quand même un festival qui se revendique le seul festival fleuri, ce qui est un peu particulier pour la culture hip-hop. J'avoue, Donc, tu m'as remis sur les rails, merci, mec. Non, c'est que là, j'étais sur un truc beaucoup plus pragmatique, mais oui, oui, effectivement, là, les deux points que tu as évoqués sont importants. C'est vrai que, putain, c'est fou, parce que en plus, j'en parle tout le temps. Mais effectivement, je pense que là, c'est sur l'identité, le format qu'on a aujourd'hui. euh, on a fait le choix de se décaler d'une généralité qu'on a connue, en tout cas. Enfin, une des choses qui nous a poussé à faire God of War, c'était aussi qu'on n'était pas forcément satisfait des battles où on allait. Le côté ultra compétitif, c'est la guerre, on est dans un gymnase, on vient se tuer toute une après-midi de 14h à 23h pour faire 4 passages. Enfin, il y a plein de choses qui nous dérangeaient. On a voulu créer un format qui nous semblait plus cohérent avec ce qu'on aimait dans la culture hip-hop. Et donc, encore une fois, le côté plutôt partage que méga compétition. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une excuse pour se retrouver en fait au God of Flower. Certes, il y a un battle le dimanche, mais une fois que le battle est fini, tout le monde est en train de kiffer dehors. Donc je pense qu'on avait vraiment envie de créer un événement où l'enjeu n'est pas de venir gagner, mais l'enjeu est plutôt de venir se retrouver et partager entre membres de la culture hip-hop et grand public. Et en plus de le mettre sous un blason qui tient encore aussi, qui est le côté voilà, fleuri, on est de la campagne, on l'assume à 100%. On est toujours à Pontcharra, on aurait pu aller ailleurs parce qu'on nous a fait du pied pour partir dans d'autres villes. Et on trouve que c'est important de le faire aussi là où on est. Et donc même un truc bête, mais là on bosse beaucoup sur la scéno. On se donne beaucoup de mal pour proposer une scénographie développée, pour créer vraiment un univers
euh, presque pas féerique, mais voilà, un univers où tu peux avoir une expérience de festival, chose qui n'existe pas forcément trop dans le monde du hip-hop aujourd'hui, enfin des battles tout du moins. C'est plutôt des choses qu'on voit dans des festivals de musique. Donc je pensais qu'on veuille se démarquer, mais on veut vraiment, parce que c'est toujours le cas, on veut vraiment créer un festival auquel on aimerait aller en fait. Et, euh, et de par ce choix-là, c'est ce qui nous amène à faire un festival avec une grosse scéno, avec un super village pop où on peut chiller tout le week-end et manger des pizzas. On veut vraiment rendre ça comme un lieu de vie et de kiff. Et du coup, vu que j'ai oublié l'autre point qui était très juste que tu disais. Là, j'ai parlé de l'identité. C'était quoi l'autre truc que tu avais dit? Que effectivement, c'est. Bah, ça le rejoint. Non, je disais que selon nous, il y a peut-être certains formats qui manquent dans la culture et que du coup, on essaie de combler un manque par rapport à l'état du break et du hip-hop actuel, mais tu as un petit peu répondu aux deux à la fois, j'ai l'impression. Ok. Et ben, juste d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé d'un truc quand tu disais qu'est-ce qu'il faut faire pour créer son premier événement, comment on pourrait attaquer, à quoi il faut penser. Et je pense qu'une des autres clés, c'est créer l'événement que tu as toujours rêvé de vivre en fait, à Hmm. la taille au départ humaine. Mais je pense que nous, ce qui nous dit que tout code faire, c'est. Alors moi, c'est des trucs. Je vais donner un exemple ultra précis et qui, du coup, c'est peut-être un peu décalé, mais moi, ça me tient à cœur qu'au Godflower, quand tu viens, tu reçois une feuille une semaine avant ton festival et tu sais que si tu fais le 4-4, les qualifs c'est à telle heure, les phases finales c'est à telle heure avec tant de passages ou tant de temps pour les battles, que tu auras tes temps de repos à tel endroit, que voilà, que chaque danseur ait toutes les infos pour arriver et avoir les meilleures conditions possibles de compète. Bah, c'est un truc qui m'a toujours manqué dans les battles. Et j'allais toujours voir le speaker genre ah il y a combien de passages et c'est quand, il se passe quoi. Alors ça c'est un truc qui me tient à cœur moi et peut-être pas forcément tout le monde. Mais voilà, par le prisme de chacun d'entre nous qui sommes danseurs en compète, je pense qu'on essaie vraiment de créer un truc qu'on aimerait avoir ailleurs pour proposer aux autres, quoi. J'aimerais bien qu'on parle maintenant que tu nous donnes des conseils concrets sur le festival, sur l'avant-festival, sur pendant le festival et l'après-festival. Du coup, bon, on va commencer par l'avant-festival. Toi, depuis tout à l'heure, tu dis que tu travailles avec toute une équipe, donc Nextape. Déjà, comment vous vous organisez sur l'avant-festival avec toute cette équipe? Euh, Avec toute l'équipe, c'est qu'on, dès septembre, on fait une grosse réunion et on crée des pôles, en fait. Aujourd'hui, avec l'ampleur qui est le God de Flower, on a besoin de répartir les missions, les tâches, la charge de travail. Et du coup, on a vraiment un pôle peut-être artistique, un pôle qui gère le camping, un pôle qui gère les bénévoles. Donc on a différents pôles, et ce qui nous permet du coup de répartir la charge de travail. Donc ça, en tout cas, c'est le point de départ. Au point de départ, on fait ça. Et ensuite, chaque pôle avance sur ses missions. Et moi, mon rôle, c'est un peu de vérifier, de pousser tout le monde dans la même direction et d'être sûr que les temps de passage, on est bon, qu'on respecte le timing, qu'on n'est pas en retard. Mais voilà, ceux qui gèrent l'artistique vont décider de la nouvelle programmation avec tel délai. Ceux qui doivent gérer la com, mais vont gérer la com avec tous les délais qu'on fixe ensemble. Donc je pense que c'est le point peut-être le plus important quand un événement commence à se développer, c'est savoir déléguer et savoir s'organiser en équipe. Euh, je reprends. Et du coup, sur un pré-événement, donc à ce côté-là, effectivement, de répartition des missions. Et ensuite, je pense que c'est super important d'avoir une vision claire de ce que tu veux mettre en place. Si tu te dis, on fait un événement, ouais, on verra, ouais, on fait ça, 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 et qu'il n'y a rien qui est posé sur papier, tu sais pas où tu vas en fait. Et je pense que le second point le plus important d'un pré-événement, c'est poser sur papier quels sont les objectifs, à quoi on va répondre avec notre événement, comment on va le faire, c'est quoi les temporalités, quels sont nos partenaires qu'on va aller chercher. C'est vraiment c'est mettre sur papier toutes ces choses-là pour après essayer progressivement d'y répondre et d'avancer en fait. Parce que je pense qu'il y a des événements où ils ont envie de faire un événement et ils se lancent à foncer tout droit sans se dire c'est quoi les priorités d'abord. Il faut d'abord qu'on valide la programmation artistique parce que ensuite on va aller chercher les hébergements, etc., etc. Et tu vois, je pense qu'il y a des ordres de priorité qu'il faut mettre sur papier dès le départ, en première partie, en pré-événement, et ensuite aller dérouler progressivement. Et là, on parle de trucs, enfin, on pourrait en parler 4 heures, quoi, donc je sais pas si c'est clair, mais je pense notamment des points importants au départ, quoi.
Et du coup, dans cette équipe de personnes réparties en différents pôles, quand vous prenez des décisions, euh, que ça aille de quel type de bière on vend au festival, à combien on vend la bière, quelle équipe on invite, quel pays on choisit, c'est toi le big boss, c'est toi qui prends toutes les décisions finales. Ça se passe comment pour décider d'une chose? Mec, je suis le boss de Super Mario à la fin. C'est moi qui décide. Non, je rigole. Euh, En fait, ça c'est propre à nous, en tout cas chez Nextape. Il y a deux choses différentes. Il y a certains pôles, genre l'artistique, qui tient à cœur à tout le monde parce qu'on est tous des danseurs, on est tous des passionnés de danse, on a tous envie de participer à ce choix. Donc je pense que c'est le cas où tous les membres du CA, donc du conseil d'administration, décident ensemble de la programmation. Ensuite, sur les autres pôles, par exemple le pôle buvette, le pôle merch, le pôle ci, le pôle ça, on est parti du postulat chez nous qu'on fait entièrement confiance à ce groupe de personnes et que du coup ils prennent les décisions comme ils le souhaitent. Alors souvent parce qu'on a envie de se faire valider ou parce qu'on a aussi un doute, je pense par exemple le pôle merch, ils nous ont fait valider, enfin ils nous ont fait part de la nouvelle proposition des couleurs des vêtements, des logos. On a pu dire notre mot, mais c'est quand même eux qui décidaient au final de ce qu'ils allaient faire. Mais du coup, moi je dirais que peut-être mon rôle à moi, c'est peut-être moi qui aide le plus chaque pôle à décider ou tout du moins leur donner peut-être euh, un prisme qu'ils n'ont peut-être pas, avec un recul qu'ils n'ont peut-être pas, une expérience. Donc je leur dis attention à ça, attention à ça, attention à ça. Mais chaque pôle décide. Et c'est ce qui fait aussi que chacun se retrouve et se sent représenté par le festival. Parce que si jamais c'était que moi qui décidais de tout, bah pourquoi il m'aiderait en fait? Dans ce cas, si c'est que mon choix de A à Z, bah, je le fais tout seul. Et je pense qu'au début, j'avais du mal à accepter de partager. Parce que c'était un peu aussi mon bébé, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la richesse de Godfather. Il y a des idées que j'aurais jamais eues moi, des choix que j'aurais jamais osé, que certains ont osé, que j'ai suivis, et qui ont été validés par des votes de groupe. Et donc c'est très bien, ouais. Mais je pense que il faut pas se noyer si tu veux que 15 personnes décident de tout, c'est mission impossible. Tu peux pas avancer. Donc je pense que c'est important de faire des petits groupes. Après, être en solo, c'est pas cool non plus parce que c'est toujours bien de pouvoir échanger à deux ou trois. Mais je pense qu'un format qui est vraiment chouette, c'est d'avoir deux, trois personnes par pôle. Et nous, chez Nextstep, je pense que depuis tout à l'heure, c'est peut-être pas concret, mais si on dit les pôles, aujourd'hui, il y a le pôle bénévole, le pôle merchandising, le pôle catering, le pôle sécurité, le pôle artistique, le pôle communication, donc de la promotion, le pôle de couverture de l'événement, donc vidéo et photo. Il y a le pôle village hip-hop, le pôle camping, le pôle scénographie, le pôle nord. Ouais, t'es trop fort. Non, je crois que j'ai peut-être dû en rater un ou deux, mais voilà, il y a plein de pôles. Ça peut paraître beaucoup comme ça. Donc certaines personnes sont dans plusieurs pôles, mais ça permet vraiment de structurer. Et oui, une des bases, c'est structurer en fait. Pour avancer sur un événement d'une ampleur comme ça, il faut être méga structuré. Et pour que les gens se rendent compte quand même, là, tous les responsables de pôle dont on parle, c'est c'est quand même une grosse charge de travail, pas mal de mois en amont du festival. Et à part quelques personnes de l'association, il y a le festival compte énormément sur une grosse aide bénévole tout du long. Moi, je trouve que c'est une des particularités du festival qui permet la qualité, c'est l'engouement qui crée, à quel point il y a des gens dans l'équipe qui s'investissent à l'année gratuitement. Là où, pour l'organisation de certains événements, j'ai l'impression que vite la limite pour les gens, c'est la capacité qu'ont les gens à donner de leur temps, parce que les gens ont soit des familles, soit ils ont des études, soit... donc, est-ce que tu peux nous donner, premièrement, des chiffres pour qu'on se rende compte du soutien de bénévoles qu'on a toute l'année et sur le festival et ensuite, dans un deuxième temps, nous dire, selon toi, qu'est-ce qui fait l'engouement, comment ça se fait que les gens soient autant investis dans cette aventure qu'est le festival? Alors, pour la question 1, aujourd'hui, sur le festival à l'année, il y a enfin, il y a deux personnes salariées, mais qui font pas que ça, mais il y a deux personnes salariées de l'association qui bossent sur le festival. On a deux services civiques, on a deux personnes en freelance, et après on a une équipe de, je dirais, du coup, 14 bénévoles qui font partie du CA, qui font partie du bureau, qui sont omniprésents sur l'année. Donc ça fait une vingtaine de personnes sur l'année qui travaillent. Mais je pense que c'est important aussi ça c'est une image aujourd'hui en 2022, et
au départ, il n'y avait même pas les salariés, il n'y avait pas les services civiques, il n'y avait pas les freelancers, on était tous bénévoles. Et on était tous super motivés. Ça a permis de développer le festival que bénévolement. Puis peu à peu, on a réussi aussi à professionnaliser l'association et le festival. Et du coup, aujourd'hui, un salarié, deux services civiques, peut-être bientôt trois. Et je pense que ça permet aussi parce que être super motivé à 20, quand on a 20 ans, c'est une chose. Quand on a 30, c'est autre chose. Quand on a 40, c'est encore autre chose. On a des vies de famille, des vies pro, enfin, ça se développe. Et je pense que c'est important, enfin, de ça peut pas fonctionner que sur du bénévolat à très très long terme, à mon avis, pour le cœur de l'équipe. Donc je pense que c'est intéressant d'arriver à partir avec des équipes de bénévoles, et si le projet se développe, salarier une personne, puis un freelancer, puis deux, puis trois, pour arriver à professionnaliser l'équipe, et pas que ça s'essouffle non plus. Il y aura toujours peut-être des bénévoles motivés, mais c'est aussi compréhensible que les gens, un jour, après avoir donné beaucoup pendant 5 ans, veulent passer à autre chose ou un peu moins donner. Ça, c'est le premier point. Et pourquoi les bénévoles aujourd'hui sont aussi motivés par le projet, c'est un peu dur d'y répondre pour moi parce que ça me dépasse un peu déjà. Ça me dépasse un peu et je pense que après nous, c'est aussi une histoire particulière. On est un groupe d'amis, un groupe de danseurs. On se connaît tous depuis très longtemps et on a tous ce truc qui nous anime. Il y en a qui ont connu le festival en y participant au départ, en étant des élèves de Nextape, qui sont aujourd'hui à des postes clés de l'association et du festival. Donc peut-être que eux, à leur niveau, ils ont envie de rendre ce qui leur a été donné. Je pense que c'est un projet de vie qu'on a tous ensemble et qui est fabuleux de partager. Mais c'est que c'est fou parce que quand on est au bureau, que je vois qu'il y a plein de gens qui sont bénévoles, qui sont là toute la semaine et qui vont donner leurs cours de danse le soir et qui vont taffer en créa et qui reviennent en train le lendemain et qui retravaillent sur le festival, je trouve ça fabuleux. Et pourquoi je pense que c'est un événement qui nous dépasse tous et qu'on est super heureux de pouvoir mettre ça en place et de l'offrir au grand public. Après, je sais pas pourquoi vous donnez autant, vous les gars. Ouais, moi je pense qu'il y a. Après, toi, Mathis, tu répondras, mais je pense qu'il y a déjà savoir quel est le produit fini et savoir avoir l'image de, au bout du compte, pourquoi on travaille, parce que ça peut quand même être un peu désespérant, en vrai, il faut le dire, le ratio temps de travail sur temps de réjouissance. euh, Si jamais en plus tu arrives à kiffer pendant le festival, il est quand même très disproportionné, quoi, parce qu'on travaille quand même 10 mois pour 3 jours. Et donc il y a le fait quand même de savoir pourquoi on travaille, quel est le produit fini, quoi. Et, mais comme tu disais, moi je te rejoins sur partager des projets entre amis, en fait. Pour moi, c'est la meilleure manière de vivre des amitiés et des relations. Pour moi, c'est de faire des projets ensemble. Donc, quand bien même ça veut dire passer du temps sur un tableur Excel, moi ça me remplit à un certain endroit, quoi. Et Pourquoi attends, toi, mon Baptiste? Mathis, je vais quand même t'interviewer en tant qu'intervieweur, mais je pense que le fait qu'on soit aussi tous autant motivés, c'est qu'on s'y retrouve tous. Si jamais si jamais j'étais un dictateur qui disait on fait comme ça, c'est mon festival, ciao, vous aidez ou pas, tout le monde aurait décroché, mais je pense que chacun peut y mettre sa graine et que Godfather aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est pas moi, moi j'ai peut-être lancé la graine au départ, mais on est 20 et chacun peut développer un pan de Godfather, proposer des choses, y participer en tant que même des fois, c'est arrivé qu'il y en ait qui soient juges, speakers, vidéastes, mais je pense que du coup tout le monde euh, enfin, gagne une expérience, monte en compétences. Et je pense que ça joue ça aussi. Mais d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit, sur le fait que je pense que au fil des années, on a trouvé aussi une manière de créer une hiérarchie où chacun peut trouver sa place et où il n'y a pas trop de jugement, même si on est toujours en train d'y travailler, sur les gens qui s'impliquent plus ou moins tant que chacun est au clair avec sa tâche et que sur l'ensemble des gens de la team, il y en a, ils dédient 100% de leur temps libre à ça, alors qu'il y en a, ils vont dédier 1% de leur temps libre à ça, mais vu que c'est clair, tout le monde est accepté dans le groupe à la proportion de l'énergie qu'il veut bien y donner, quoi. Là où des fois, dans certains groupes, ça peut vite créer aussi la discorde. Je pense à certains groupes que je connais qui n'ont pas réussi à aller au bout de certains projets parce que certains ont reproché à certains de ne pas travailler autant qu'à d'autres, quoi. Carrément, je suis entièrement d'accord. Pour ma part, pourquoi je travaille autant sur God of Fleur, pareil que ce qu'a dit Noé et ce que tu as dit, c'est que c'est le kiff de partager un projet tous ensemble. Mais après, je dirais qu'aussi moi c'est un peu différent parce que j'aimerais travailler dans la culture et dans la gestion de projets culturels.
Et du coup, aussi travailler pour Hugo de Fleur, c'est aussi un moyen pour moi d'acquérir de l'expérience dans ce milieu-là. Et par exemple, là, je suis en gestion bénévole cette année avec ton père. Et pour moi, c'est un plus à mettre, par exemple, sur mon CV pour aller en master et de leur dire, bah, j'ai déjà travaillé dans la culture. Du coup, il y a autant le kiff et aussi, bah, c'est juste expérience professionnelle comme si c'était un stage, en fait. Donc voilà. Et moi, je voulais te poser une question sur du coup, tu parlais des bénévoles donc, dans Nextape, mais il y a aussi tous les bénévoles qui arrivent sur le festival. Tous ces bénévoles-là, vous rentrez en contact avant le festival. Et par exemple, bah, pour ma part, et je pense que c'est la part aussi de la plupart des gens de Nextape, on ne connaît pas tous les bénévoles qui sont là. C'est souvent bah, des amis, ça va être des amis de Charlie, ça va être des amis à toi, ça va être des amis à moi. Mais du coup, on ne connaît pas tous ces bénévoles. Comment ça se passe pour prendre contact avec tous ces bénévoles? Qu'est-ce que vous mettez en place? Et, euh, et comment vous gérez le bien-être de ces bénévoles pour que sur tant d'années, à chaque fois, ils reviennent et que ce soit toujours les mêmes bénévoles qui reviennent? Bah, là, pareil, je pense que c'est important de. Là, je vais faire une image à édition 7 qu'on est en train de préparer, qui peut faire peur pour ceux qui veulent se mettre à organiser des événements. Au tout départ, si on a appelé les copains, les gars, si vous êtes dispo samedi, on fait un événement, faut que tu tiennes une buvette et que tu lui serves des bières, et ça a commencé comme ça au tout début. C'était une dizaine. Puis l'année suivante, on a redemandé à nos copains, puis l'année d'après aussi, puis après, on n'avait plus assez de copains parce qu'il y avait trop de tâches à faire. Et donc, on a commencé à faire des appels à bénévoles sur nos réseaux sociaux, donc de l'association et du festival. Et du coup, c'est là où les copains un peu plus lointains ont pu s'inscrire en amont. Aujourd'hui, l'appel à bénévoles, il est passé en décembre, donc sacrément longtemps avant le festival. Pour arriver à créer une équipe, là, début avril, on est prêt. Début avril, on a l'équipe finale. Et donc mon père, qui est celui qui s'occupe de l'équipe bénévole. Demain, on a la réunion bénévole avec. On va présenter tous les plannings, toutes les missions. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on prépare vraiment en amont. Et aujourd'hui, il y a des gens qu'on ne connaît pas en fait, qui sont pas des copains de Mathis ou de Charlie ou de Géo. C'est des gens qui ont entendu parler du festival et qui débarquent de Gap, de Toulouse, de Bordeaux. Et c'est fou parce que moi, ça me dépasse complètement de me dire que des gens se déplacent d'ailleurs que Pontcharra pour venir être bénévole à un festival, donner du temps. Je trouve ça complètement dingue. Mais du coup, là, c'est pour dire que c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Au départ, c'était nos potes, puis nos potes de potes, puis après, on a fait un appel, puis aujourd'hui, il y a 120 personnes, on en connaît la moitié. Mais encore une fois, c'est progressif. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit en permanence, qu'il faut y aller de manière modérée. Et aujourd'hui, Celui-là, on a parlé des 20 bénévoles à l'année, et c'est grâce à ces 20 bénévoles que le festival peut exister, c'est une chose. C'est grâce aux 120 bénévoles des 3 jours qui peut avoir lieu vraiment concrètement, quoi, parce que ils font un travail qui est exceptionnel. Et du coup, je pense que ils sont au centre de nos réflexions parce qu'ils doivent kiffer aussi, ils doivent avoir envie de revenir. Ça ne doit pas leur coûter grand-chose de venir parce que c'est quand même déjà du temps bénévole. Et donc, du coup, on essaie de faire attention à mettre plein de choses en place pour que ce soit une belle expérience, pour qu'ils aient envie de revenir comme tu dis, et puis pour les remercier en fait, parce que s'ils sont pas là, ça marche pas, et si on est très concret, bah, nous, nos bénévoles, alors, c'est un festival qui a une petite jauge, on a une salle, on peut pas faire 10 000 personnes. Donc il est vrai que on peut pas offrir des places aux amis des bénévoles ou aux bénévoles qui sont pas bénévoles un jour, admettons, ils peuvent pas venir gratuitement au festival. Par contre, on leur offre des consommations au bar, ils ont un catering matin, midi, soir en, en loge et à l'endroit de restauration. Ils ont des remises sur tout le merchandising du festival. On leur propose cette année des séances de yoga en début de journée de- du festival. On a une grosse after party pour tous les bénévoles pour faire la fiesta, pour les remercier. Voilà, on a plein de petites choses qu'on essaie de mettre en place pour les remercier à notre niveau parce que c'est compliqué de faire plus financièrement. Et après, je pense qu'au-delà même de l'aspect financier, c'est des trucs cons, mais bah, sur tous les discours, pensez à les remercier parce que c'est grâce à eux que ça peut avoir lieu et c'est important de les considérer. On a une équipe au sein du festival qui est une équipe bien-être qui passe voir tous les bénévoles pour savoir si tout se passe bien, s'ils ont besoin de quelque chose, s'il leur manque un truc. On essaie de faire des rotations pour avoir des équipes suffisamment. Si on pourrait se dire 121 bénévoles, c'est énorme pour un festival de cette ampleur-là. C'est qu'on a fait le choix d'avoir une grosse équipe pour pouvoir faire tourner, pour qu'ils puissent profiter du festival aussi. Donc en gros, si tu es 3 jours bénévole, techniquement, tu fais un jour et demi de taf et un jour et demi de kiff, quoi.
C'est un peu ça l'idée aussi. Voilà, donc on essaie de mettre en place plein de petites choses pour qu'ils passent un bon moment en fait. Et pour l'instant, il me semble, parce on fait aussi des questionnaires feedback, ça on peut en parler, c'est important je pense, mais on fait des questionnaires pour avoir un retour d'expérience des bénévoles. Et globalement, les bénévoles sont quand même super contents de leurs expériences. Ils nous font toujours des retours intéressants pour améliorer. Mais on a rarement eu de gens qui étaient dégoûtés en mode ça pue quoi. Ou alors ils l'ont pas dit. Et c'est dommage. Et toi, pendant les 3 jours de festival, concrètement, tu fais quoi? Bah, ça dépend de quelle année en fait. Il y a des années, il y a des années où je meurs tout seul dans mon coin. Et il y a Tu des années prépares ton où. burn-out? Ouais. Non, mais en fait, ça, c'est que c'est. J'ai toujours envie de dire que normalement, moi, au festival, si j'ai bien fait mon taf, j'ai rien à faire. Parce que je suis censé avoir tellement bien organisé le truc que tout le monde doit savoir ce qu'il doit faire, que tous les possibles problèmes qui vont arriver, je les ai déjà anticipés 4 fois et je devrais rien faire. Donc c'est de plus en plus le cas parce que chaque année on s'améliore et que je prends des compétences sur l'aspect, on va dire, directionnel. Après, moi, je suis là pour gérer en fait toutes les problématiques qui tombent, quoi. Mais aujourd'hui, il y en a de moins en moins qui me tombent dessus parce que on a vraiment réussi à hiérarchiser où il y a les bénévoles qui sont en équipe, qui ont un responsable d'équipe. Ce responsable d'équipe-là, lui, il a comme responsable mon père qui est le responsable des bénévoles. Et mon père, ensuite, si jamais les bénévoles n'arrivent pas à répondre par eux-mêmes, ils passent à leur responsable. Si le responsable il n'arrive pas à répondre par lui-même, il passe à mon père. Si mon père n'arrive pas à résoudre le souci, il vient me voir. Donc il y a pas mal de strates avant que ça m'arrive en fait. Et avant, il n'y avait pas ces strates-là. Du coup, on se mangeait dans la tête. Mais quelqu'un qui perdait son paquet de cigarettes, il venait me voir en me disant ah, Géo, j'ai perdu mon paquet de clopes, c'est toi l'organisateur, tu sais pas où je pourrais le trouver et tout, tu vois. Et donc je pense, donc aujourd'hui, je suis plus chill, mais je suis là pour gérer les problématiques. De un, de deux, je suis là pour aussi accueillir les festivaliers et les bénévoles et les artistes parce que c'est le moment où on peut enfin les remercier d'être là. Donc les artistes, c'est important aussi, tu vois, je sais que chaque année, je sais quand ils arrivent pour chaque artiste qui débarque et j'essaie de prendre au moins 2-3 minutes pour le saluer, le remercier d'être là. C'est important qu'il ait aussi un visage du mec à qui il a échangé pendant 6 mois. Et je suis aussi là, c'est une réalité, pour rencontrer les politiques, les institutions qui viennent sur le festival. En fait, entre guillemets, quand tu vis un festival, tu es déjà en train de préparer le suivant, en fait. Donc les politiques qui sont là, tu es en train d'échanger avec eux sur le futur. Voilà, donc c'est un peu mes différents rôles. Et j'essaie de kiffer aussi. Ça va de mieux en mieux. En 2019, quand on a fait le dernier festival, j'ai pu voir The Collab, que en 2018, j'avais complètement pas du tout vu. J'ai pu voir les battles. Donc voilà, j'essaye de prendre du temps pour kiffer aussi. Dans toutes ces années, et du coup, je pense notamment à l'année 2018, dans toutes ces années d'organisation, est-ce que tu as rencontré des grosses difficultés? Ouais, ouais, bah 2018, clairement, c'était une année difficile et j'ai fini le festival dans un sale état. Bon, je suis pas mal à l'aise avec, enfin, on peut le dire, hein, j'ai fait un burn-out et, en fait, c'était dû au fait que j'ai pas su déléguer, notamment. Ça, c'est le premier point. Du coup, tout passait, enfin, beaucoup de choses passaient par moi et du coup, j'étais en surchauffe complet. Du fait aussi que j'ai pas su me cadrer dans mon travail, que quand arrivait le festival, je me levais, je déjeunais devant mon ordinateur et jusqu'au soir où je me couchais devant mon ordinateur sans m'arrêter de travailler. Parce que j'avais trop peur de rater, que ce soit pas parfait, qu'il manque quelque chose. Donc c'était beaucoup, beaucoup trop personnel. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de dépersonnalisation du projet pour arriver à le vivre correctement et se dire, c'est pas grave, si jamais il y a un souci, bah il y a un souci. Si jamais on oublie un truc, on oublie un truc. Et du fait de ne pas avoir dépersonnalisé, de ne pas avoir su déléguer, euh, après ça c'est plus personnel, mais moi j'ai besoin de contrôler les choses, donc de peur de ne pas arriver à contrôler ce qui se passe, de me faire dépasser, tous ces sentiments-là mélangés, plus la fatigue, plus plein de trucs qui m'ont usé pendant des semaines et des semaines. Et ben je suis arrivé au festival, j'étais en pilotage automatique et je captais plus rien à ce qui se passait et je perdais pied. Et en fait, genre The Collab, pour donner l'exemple, je l'ai pas vu pas parce que j'étais submergé de travail, c'est parce que j'étais dans le bureau, paumé tout seul, à me dire il faut que je gère des trucs, il y a des trucs à faire, qu'est-ce que je dois faire, ah, ah, ah. Et j'étais juste en surchauffe complète
Et voilà. Et je pense que c'est important. Enfin, c'est que mon expérience, et puis il y a bien plus grave et où il y a bien meilleur, mais ceux qui se mettent à faire de l'événementiel, je pense que c'est important dès le départ, d'apprendre à déléguer, d'apprendre à prendre du recul sur sa création, euh, de se faire accompagner, pourquoi pas, s'il faut, par quelqu'un qui a des compétences en psychologie. Et, euh, et ouais, par exemple, là, c'est un truc bête, mais je sais que maintenant, je sais qu'au festival, on dort peu la nuit. Bah, j'assume de faire une sieste. Je compte faire une sieste chaque jour du festival, dans un coin tranquille. Alors qu'avant, j'étais incapable de me dire, je peux laisser le festival. En fait, ça peut exister sans nous. En fait, on n'est pas essentiel. C'est une coupure de courant. L'orga, bah, euh, s'il sait pas faire, il sait pas faire, quoi. Point barre. On va aborder à nouveau la question de l'argent pour, euh, pour comprendre comment on arrive à un budget si élevé avec une majorité de fonds propres. Déjà, est-ce que tu peux nous redire euh, le budget de cette année et à combien de pourcents de fonds propres il est? Alors, c'est des budgets prévisionnels parce que, comme je disais au tout Mm. début, il y a toujours des dépenses qui sont pas prévues ou des recettes plus élevées qui n'étaient pas prévues parce qu'on a tout déchiré sur la buvette, j'en sais rien. Donc, pour l'instant, on a un budget prévisionnel de 160 000 euros et on est en financement public entre 30 et 35%. C'est pareil, ça va, on va dire entre 30 et 40 si on veut être large. Voilà. Donc ça veut dire que l'association Nextape se débrouille pour, je suis moins bon que toi en calcul, pour débloquer combien de milliers d'euros de fonds propres. Ah ouais, attends, bouge pas. tu, tu m'as mis dedans là. Celui-là, je l'ai pas en tête, mais je vais te le faire rapidement. 3, 0. Il a sorti son petit tableur. Ok, en gros, j'ai fait comme si nous on mettait 60%. Sur mes 60%, ce qui va être probable, on sort quasiment 100 000 euros. D'accord. Donc moi, ma question c'est, est-ce que avec Nextape vous braquez des banques ou quelle est la solution pour être une association qui est née à Pontcharra et pour réussir à accumuler 100 000 euros pour faire un festival? Et du coup, la question qui va avec, c'est mais en fait, vous êtes méga riche dans Nextape, vous faites plein d'argent grâce au festival. J'adore. Euh, alors déjà, on n'a pas les 100 000 euros avant de faire le festival. Les, le festival, il coûte 160 000 euros. On a du coup 60 000 euros de subvention et les 100 000 euros comprennent la billetterie du festival, donc qui arrive progressivement, mais qui arrive un peu en amont quand même, comprend la buvette, comprend les food trucks, le merchandising et, et voilà, et les recettes des événements qui ont lieu juste avant le festival, mais qui font aussi partie du coup des dépenses. Et donc c'est tous ces différents pôles qui permettent de créer ces 100 000 euros. Sauf que la réalité, c'est qu'on les crée jamais, on n'a jamais à faire 100 000, enfin, dans le cas des dernières éditions, on n'a jamais réussi à équilibrer le festival. On a toujours eu un coût plus élevé que les dépenses. Et là, ce qui éponge l'écart, c'est l'association Nextape, parce qu'on fait d'autres projets à l'année où on est bénéficiaire, et du coup, on fait le choix de nous mettre de l'argent de l'association pour équilibrer. Donc, je vais dire une bêtise, admettons, on a 60 000 euros de subvention, on a 20 000 euros de billetterie, 20 000 euros de buvette, 20 000 euros de merchandising, ça fait 120. On a 20 000 euros de autre chose et il faut mettre 20 000 euros de notre poche. Ça peut se découper comme ça, là, c'est pas les bons chiffres, mais et ce qui est fou, c'est que ça arrive pour beaucoup de festivals. Aujourd'hui, on est à 3 semaines. Il y a des subventions dont on n'est même pas encore sûr de toucher. C'est qu'on on part créer un événement sans être sûr d'avoir certaines sommes publiques. Et du coup, c'est encore un plus gros pari. Mais voilà comment peut être découpé le festival. Et, euh, et voilà. Et du coup, pour les 60 000 euros de subvention, comment s'y prend l'association pour du coup aller chercher ces subventions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et du coup, j'imagine un dossier de subvention. Mais du coup, ce dossier de subvention, c'est quoi les étapes pour faire un bon dossier de subvention? Les étapes pour faire un bon dossier de subvention, c'est de commencer par petit, encore une fois. Tu vois, je pense que dans chaque ville, enfin, peut-être pas dans les tout petits villages, mais
moi, j'étais à la Bussière et il y avait on a réussi à avoir 200 euros pour notre association au tout départ. Donc, je pense que dans chaque village, tu peux avoir des subventions. Et il vaut mieux commencer par la subvention de son village que celle de la région ou de l'Europe. Et pour répondre à un dossier de subvention, il faut avoir un projet, une présentation d'un projet. Il faut que tu aies écrit sur un PDF un projet. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes objectifs? Comment je vais y répondre? Quel est le déroulé de ma journée? Quel public je veux toucher? Est-ce que je vais faire venir des prestataires locaux? Un peu, tu vois, vraiment comme tout ce que tu as dans ta tête pour ton événement, tu le mets à l'écrit pour expliquer quel est ton projet. Et souvent, déjà en écrivant ça, tu vas te rendre compte d'incohérence ou te dire, si jamais tu t'écris ton déroulé, tu vas te dire, ah, il y a trop de catégories, ça rentre pas dans une journée là en fait. Et vraiment, donc, de présenter ton projet avec un budget en disant, voilà, nous on vient vous demander tant d'argent parce qu'on en a besoin, parce que l'événement coûte tant et qu'on peut mettre tant de notre poche, admettons. Et je pense que vraiment un dossier de présentation qui est bien béton avec les objectifs, un contexte, un historique de l'association, un descriptif, un planning, un budget, les annexes avec les partenaires, les prestataires, etc., un peu des images, ça fait déjà une grosse diff. Et après, avec ce dossier-là, tu vas le joindre à ton dossier de subvention, parce que sur un dossier de subvention, tu as souvent peu de pages où tu dois très succinctement écrire de quoi parle ton projet, mettre le budget et bye bye, tu vois. Donc, et tu joins du coup ton dossier avec, et après la mairie va le faire passer en commission culturelle ou en commission jeunesse ou en commission événementielle, et ils te feront une réponse. Mais du coup, si tu veux chercher de l'argent public, il faut le faire vraiment en avance, parce que si jamais, nous aujourd'hui, Nextstep, on a des fonds de roulement, on a une grosse assos, on a d'autres projets, donc on a de l'argent qui tourne, donc on peut faire des avances. Si tu es une petite assos qui veut faire un événement en mai, bah, c'est pas en avril que tu fais ton dossier de subvention. Tu vas faire ta demande en septembre pour être sûr de passer en commission avant ton événement et être sûr d'avoir l'argent. Donc il faut vachement se projeter en fait, faut s'y mettre longtemps en avance. Et ça, tu fais ça d'abord avec la mairie, puis ça a marché. Puis l'année suivante, tu fais ça avec la mairie et la communauté de communes qui regroupe les villages où tu habites. Puis ensuite, tu fais ça avec le département, la région, la DDCS, la CAF, l'Europe, etc. Je vais te poser une question que d'habitude on pose à des danseurs qui sont censés transmettre des connaissances dans le mouvement, mais c'est un truc qu'on aime bien faire avec tous les invités. Imagine que tu as 30 minutes avec quelqu'un qui, euh, qui veut organiser un événement, qui va organiser un événement probablement dans l'année, et que tu vas jamais recroiser, et tu sais qu'il part peut-être de zéro en termes de connaissances. Euh, Quelle est la boîte à outils nécessaire? Comment tu utilises ces 30 minutes pour lui transmettre l'essentiel pour être efficace en tant qu'organisateur? Je pense que déjà, on se pose autour d'une table et on écrit des choses. Parce que je fais que rabâcher qu'il faut tout mettre sur papier pour avoir une trace et pour avoir quelque chose de concret sous les yeux. Donc je pense qu'on prend un papier et un stylo ensemble. euh, et je pense que j'essaie de lui écrire les 10, les 10 ou les 12, peu importe, mais les 10 grandes choses à penser quand on organise un événement pour qu'il ait vraiment une logique à suivre, comme on l'a évoqué ensemble, comme d'abord avoir une idée, la mettre par écrit, enfin voilà, chaque étape. Mais je pense que je prendrai le temps de lui donner un peu une cartographie des étapes à suivre. Parce que je pense que c'est vraiment très procédurier un événement. Il y a des étapes à suivre. Et on rate une étape, ça peut tout foutre en l'air. Et on se dit, mais pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. Donc je pense que je donnerai les 10 étapes de base. Donc ne me le demandez pas parce que je sais pas si j'arrive à les pondre comme ça. Il me faut une demi-heure. Mais je pense que je donnerai les 10 étapes d'un événement à ne pas manquer. Ok. Souvent, les personnes elles peuvent croire que l'événement il se finit à partir du moment où c'est bon, tout le public il est sorti et qu'on a rangé toute la salle. Mais en vérité, il y a un après-festival dans lequel il y a plein de trucs à faire, l'inventaire et tout ça. Toi, concrètement, tu fais quoi dans l'après-festival? Alors attention, la phrase va vouloir rien dire, mais l'après-festival se prépare pendant l'avant-festival pour qu'il y ait peu d'après-festival. Vous l'avez ou pas? Pas mal. Ouais. Je pense qu'en fait, l'après-festival, concrètement, qu'est-ce qui se passe? L'événement vient de se terminer. Nous, ce qu'on fait chez Nextstep, c'est déjà, on crée plein de questionnaires pour récupérer de l'information. Parce que je pense que
On a beau être 20, avoir plein d'idées, nous, on vit le festival différemment que les artistes, que le public, que les prestataires. Et en fait, on le fait aussi avant tout pour tous ces gens-là. Nous, on le kiffe, mais si les gens kiffent pas, c'est pas cool. Du coup, on va chercher de l'information pour la recouper, pour en prendre des notes et pour améliorer le futur. Donc, il y a toute une partie où il faut créer des questionnaires, les diffuser, les relancer, trier l'info, la noter quelque part, pas l'oublier, pour le futur. Ça, c'est le point 1. Point 2, il y a des remerciements. Parce que le festival il a lieu grâce à des personnes, donc il faut faire un certain nombre de remerciements, certains par écrit plus institutionnels, d'autres plus à l'oral, mais voilà, il faut remercier des gens, c'est important. Il faut faire les dossiers de subvention, parce que quand on fait une subvention, on obtient un certain pourcentage au début de la somme qui a été annoncée, et on obtient la globalité à la fin. Et pour obtenir la globalité de la subvention, il faut faire un dossier qui explique ce que tu as fait avec ton événement, avec l'argent que tu as demandé, et du coup, après, on te donne la fin de l'argent. Du coup, il faut faire tous les dossiers de subvention pour récupérer toutes tes subventions. Donc, dossier de subvention, questionnaire, remerciements. Il y a tout ce qui est démontage du festival, parce que le festival, il finit dimanche soir. Mais après, pendant 3 jours, eh ben, il faut tout démonter, rendre tout le matériel qu'on a loué, tout nettoyer les cuisines, tout ramener dans nos entrepôts Nextape. Donc, il y a le démontage. Il y a aussi l'inventaire. Donc, c'est faire un inventaire de tout ce qui rentre dans ton local, parce que quand tu commences à faire un événement qui a un peu d'ampleur, bah, tu as beaucoup de matériel allant des cock-up, de matériel de musique, de son, de scénographie, donc il faut tout trier. Enfin, il faut. Nous, on fait ça parce qu'on trouve ça pertinent, mais après, chacun fait aussi ce qu'il veut. Mais nous, on range tout dans des boîtes numérotées pour qu'on sache où c'est. Et il y a aussi toute la couverture post-événement, on va dire vidéo et réseaux sociaux, où on alimente notre chaîne YouTube avec toutes les vidéos de l'événement, on sort toutes les photos, on sort tout ce qu'on a à sortir sur les réseaux sociaux. Euh, et une fois que tout ça est fait, et ben, c'est chouette de faire un bilan avec toutes les équipes et de noter pour l'année prochaine. En fait, plus c'est chaud dans ta tête, même limite, il faut noter pendant l'événement tout ce qu'il faut faire l'année prochaine qui doit être changé. Donc on fait souvent un gros bilan avec l'équipe à la fin mai autour d'une sacrée bière fraîche et on se félicite de ce qu'on a fait, on est très content. Mais il y a ça à faire. Et en fait, pourquoi je disais que ça se prépare en pré-événement pour avoir un petit post-événement, c'est qu'aujourd'hui on est à 3 semaines du festival. J'ai déjà fait tous les questionnaires, ils sont déjà faits. Après, forcément, on les modifiera si jamais on s'est dit ah ouais, il y a ça qui a merdé, il faut qu'on leur pose la question de qu'est-ce qu'ils en ont pensé. En tout cas, les squelettes des questionnaires sont déjà faits. Les squelettes des remerciements sont déjà faits, faut pas le dire, mais c'est le cas. On les modifie ensuite pour adapter par rapport à ce qu'on a vécu. Mais en fait, après l'événement, on est KO, on est fatigué de ouf. Donc, plus t'en fais en avance, mieux c'est pour la suite. Avec Nico, on a déjà attaqué à bosser sur la stratégie de com post-festival, de comment on va traiter, comment on va sortir les choses. Avec Charlie, on a déjà détaillé quand les vidéos sortent, etc. Donc voilà, on en fait le plus possible en amont. Il faut qu'on ait peu ensuite à faire, mais il y a quand même des choses à faire. Alright. M'amène Géo, on arrive à la fin de la conversation. Le rituel qu'on respecte dans ce podcast, c'est qu'à chaque fois, l'invité précédent a le droit de te poser une question et toi, tu as le droit de poser une question pour la personne qui te succédera. Avant toi, c'était Goku, c'est un danseur d'électro. Et on lui a expliqué que tu étais danseur, mais aussi ce que tu faisais et qu'on t'a interviewé par rapport au festival. Il a posé une double question. La première est, qu'est-ce qui te fait frissonner ? Ah bah là, vu qu'on parle du festival, j'ai une réponse qui vient directe. Moi, chaque année au festival, je pleure à un moment. Et c'est aux introductions de The Collab et ou du Battle du dimanche. Parce que je trouve ça fou de voir une salle remplie de gens qui sont dans un moment enfin, vraiment tous ensemble et qui ont une énergie folle et qui ont tellement envie de donner. Et moi, ça m'émue de ouf de me dire qu'avec toute mon équipe, on est des gens normaux, hein. On n'est pas spéciaux, on n'est pas surintelligents, on est juste un peu motivés pour créer un événement et de me dire waouh, à Pontcharra, il y a ça qui se passe et ça me fait frissonner. Chaque année, je me prends une tarte, quoi. Donc, dans le cadre du festival, ça me fait frissonner de ouf. Et la deuxième question, toujours sur le thème des frissons. Pourquoi était ton dernier frisson ? Ou à quand remonte ton dernier frisson ? Et bah, il y a
un instant, parce qu'en vous remémorant ce moment qui me fait frissonner au festival, ça m'a fait un petit quelque chose, tu vois. J'avoue, ça m'a donné hâte d'y être et je me suis dit, genre, en fait, c'est ouais, enfin, c'est fou l'impact que ça a sur moi j'ai du mal à expliquer, mais de voir ces gens-là dans cette salle, ou même quand Powan était venu la première année, qu'il a été acclamé de ouf, et je disais, ouais, mais il y a Powan à Pontcharra, et les gens, ils l'accueillent dignement, et c'est fou et tout, et je suis trop fier de ce qu'on fait, en fait. Je dis que c'est une belle histoire, et ça peut aussi donner de l'inspiration à d'autres, parce que, encore une fois, on est personne, quoi. Bon, la personne qu'on reçoit après toi, c'est Manu, a.k.a. B-Boy Zeninho. Oui, génialissime. Quelle question tu veux lui poser? Quelle question je vais lui poser? Oh, j'aurais trop de questions à lui poser. Ça peut être une question ou un sujet à aborder avec lui. Non, mais on va essayer de faire un peu le lien parce que j'ai entendu enfin, j'ai pas entendu, j'ai lu qu'ils faisaient leur premier événement en juin. Je sais, j'ai honte, j'ai pas le nom, la Rockers Delight Jam, Des non? 4 games, je crois. C'est ça, hein. Ouais. Et du coup, je serais curieux de savoir, parce que eux, c'est des mecs, enfin, Zeninho et aussi son crew, c'est une équipe qui font des battles très régulièrement. Et qu'est-ce qui les a poussés, eux, à faire leur propre jam? Pourquoi eux qui vont de partout ont voulu en faire une chez eux? Et qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Je serais curieux de savoir. Ah, hit. Pure Ouais. question. Géo, merci. Bah, de rien, je me rends pas compte si c'était très clair et si ça servira à quelqu'un, mais c'était un plaisir en tout cas. Eh ben, on verra bien. En tout cas, nous, on était contents. Voilà, bah, moi aussi, c'est cool. À bientôt. Bisous, mon Géo. Ciao les Bisous. frères, on se voit pour un gros festival à venir. Vas-y, connais. ciao.